Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 9 septembre 2024. Hier soir, on était à Calgary, au Canada. Et pour l'occasion, on avait une légende qui a effectué une apparition. Et à côté de ça, on a bien avancé sur la carte de Bad Blood. Car hier soir, on a 3 gros matchs qui ont été annoncés pour le prochain PLE de la WWE. Et directement, on démarre avec une grosse info. Car hier soir, la WWE a annoncé qu'à partir du 7 octobre et jusqu'à la fin de l'année 2024, Raw va durer 2 heures au lieu de 3 heures. Et pour info, il n'y a eu aucune explication par rapport à ce changement, mais donc apparemment à l'heure actuelle, c'est temporaire jusqu'à fin 2024. Et on rappelle qu'à partir de la première semaine de 2025, Raw va passer sur Netflix. Donc logiquement, sur Netflix, ça devrait repasser à 3 heures, mais j'imagine qu'on aura des infos d'ici là. Puis on démarre la soirée avec un 4 contre 4, un street fight, avec American Made, donc Chad Gable, les Creed Brothers et Ivy Nile, contre les Wyatt Six qui étaient représentés hier soir par Joe Gacy, Dexter Lumis, Eric Rowan et Nikki Cross, et bien entendu, Uncle Howdy était assis au bord du ring sur son siège pour observer le match. Et là, on a eu une bonne bagarre, la foule était à fond dedans. On a plusieurs superstars qui sont passés à travers des tables et au bout de quelques minutes, on a Chad Gable qui est en train de dominer et qui porte un ankle lock sur Joe Gacy. Et là, il est rejoint par Ivy Nile qui a un kendo stick et qui s'acharne en même temps sur Joe Gacy pendant qu'il est en train de subir la prise de soumission. Mais là, vous avez Nikki Cross qui intervient, elle fait tomber Ivy Nile, puis derrière, elle chope Chad Gable par derrière et elle porte une German suplex à Chad Gable. Puis Chad Gable se retrouve à l'extérieur du ring et là, il se retrouve face à face avec Uncle Howdy, donc il panique un petit peu. Eric Rowan en profite pour attaquer Gable et il lui porte un claw slam sur les escaliers en métal. Et derrière, il le ramène dans le ring. Et là, vu que c'est un street fight, il n'y a pas de règle, donc Uncle Howdy intervient et il porte le Sister Abigail à Chad Gable. Et derrière, Dexter Lumis termine le travail avec un gros splash pour la victoire. Donc belle victoire des Wyatt Six hier soir. Encore une fois, on a pu voir que le clan fonctionne bien, ils travaillent bien ensemble. Il y a vraiment une grosse cohésion au niveau de l'équipe. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quelle est la suite? Est-ce qu'ils sont juste là pour se battre contre des faces et donner des petites leçons, on va dire, à ceux qui maltraitent leur famille? Ou est-ce qu'il y a une grosse histoire cachée derrière ça? Car c'était un petit peu le cas habituellement avec Bray Wyatt, The Fiend, etc. Bray Wyatt, il nous racontait toujours quelque chose. On sentait que derrière, il y avait des questions auxquelles on aura les réponses plus tard. Et donc, je me demande si on va avoir le même genre d'énigme avec les Wyatt Six, ou si tout simplement, ça va être une équipe qui va rester dans le mid-card et affronter d'autres catcheurs du mid-card. Puis on enchaîne avec Finn Balor qui fait son entrée, il n'est pas content, directement il prend le micro et il s'adresse à Damian Priest et il dit que les choses auraient pu se passer différemment, mais tout ce qui se passe à l'heure actuelle c'est de la faute de Damian Priest. Finn Balor nous rappelle que Damian Priest était un ami pour lui et plus que ça, c'était même un frère. Et Finn Balor nous rappelle que c'est grâce à lui que Damian Priest a gardé le titre aussi longtemps, car Finn Balor couvrait ses arrières, alors qu'en réalité celui qui aurait dû être champion c'est Finn Balor, c'est lui qui méritait le titre, mais à chaque fois qu'il se rapprochait du titre, Damian Priest a tout gâché. Et donc Finn Balor demande à Damian Priest de le rejoindre car il a quelque chose qu'il souhaite lui dire en face. Donc Damian Priest fait son entrée, il est très énervé, et il nous dit que depuis que Finn Balor a brisé le vrai Judgment Day, justement Damian Priest veut lui mettre une fessée. Donc là, il lui explique le plan. Il va laisser Finn Balor dire ce qu'il a à dire, et derrière, il va lui botter les fesses. Mais Finn Balor répond que non, ça ne va pas se passer comme ça, car dorénavant, Finn Balor n'obéit plus à Damian Priest. Damian Priest avait essayé de réduire Finn Balor au rôle de second, mais Finn Balor explique qu'il n'est le second de personne, et il va le prouver lors de Bad Blood, car il veut affronter Damian Priest dans un match 1 contre 1 à Bad Blood, et il nous explique qu'à Bad Blood, ça va être la soirée où Damian Priest et Mami vont tous les deux s'effondrer, car pour info, un peu plus tôt lors de la soirée, la WWE a également annoncé qu'à Bad Blood, on aura un match entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Et donc directement, Damian Priest accepte, puis il nous dit que maintenant, il est temps de se battre. Mais là, Finn Balor demande à Damian Priest s'il se rappelle quelles sont les tactiques de Judgment Day. Donc Finn Balor fait comprendre à Damian Priest que Judgment Day va intervenir pour l'aider. Du coup, directement, Damian Priest met une droite à Finn Balor. Mais là, vous avez Carlito et JD McDonough qui sautent sur Damian Priest. Puis Dom Dom qui intervient également. Donc là, bien entendu, à 4 contre 1, Damian Priest ne peut rien faire, mais vous avez la musique de Rhea Ripley qui retentit.
Mamie qui fait son entrée avec une béquille. Donc directement, Dum Dum va retrouver Mamie sur la rampe d'entrée. Et pendant ce temps, vous avez Liv Morgan qui arrive par derrière et qui tente d'attaquer Mamie. Mais Mamie esquive. Et là, elle prend le dessus sur Liv Morgan et sur Dum Dum en même temps. Mais au final, alors que Mamie est en train de s'acharner sur Dum Dum, Liv Morgan frappe Rhea Ripley par derrière. Et pendant ce temps, dans le ring, vous avez également le Judgment Day qui reprend l'avantage. Et donc là, pendant quelques minutes, vous avez le Judgment Day qui s'acharne sur Rhea Ripley et sur Damian Priest. Vous avez notamment Liv Morgan qui frappe Mamie avec la béquille. Du coup, là, Damian Priest se sacrifie, il se jette sur Rhea Ripley afin de tenter de la protéger. Mais du coup, c'est Damian Priest qui se prend les coups de béquille. Jusqu'au moment où vous avez Jey Uso qui débarque avec une chaise et qui fait fuir tout Judgment Day. Mais dans tous les cas, c'est un segment très positif pour Judgment Day car ils ont pu dominer les Terror Twins et récupérer un petit peu de hit, on va dire, hier soir lors de Raw. Et attention, ce n'est pas terminé. Ensuite, on passe en coulisses et pour info, pendant le show, on a Bron Breakker qui allait voir tous les catcheurs qui vont s'affronter lors du main event, car je rappelle que lors du main event, on aura un match à 4 et le vainqueur deviendra le nouveau challenger au titre intercontinental. Donc hier soir, pendant le show, Bron Breakker est allé un petit peu confronter, on va dire, tous ces catcheurs, et au moment où il a confronté Pete Dunne, Sheamus en a profité pour attaquer Pete Dunne. Donc pour info, la rivalité Pete Dunne-Sheamus n'est pas encore terminée apparemment. Puis on enchaîne avec Jade Cargill et Bianca Belair qui ont battu Alba Fire et Ayla Dawn en environ 7 minutes. Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à dire par rapport au match. Mais par contre, maintenant je me pose une question, c'est quelle est la suite pour Jade Cargill et Bianca Belair? Est-ce qu'elles vont simplement continuer à régner en tant que championnes pendant quelques mois et nous proposer des beaux showcase matchs? Mais le problème en soi, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de concurrence dans la division par équipe. Ou alors est-ce qu'il va se passer quelque chose entre Jade Cargill et Bianca Belair lors des prochaines semaines? Peut-être des tensions entre les deux catcheuses qui pourraient nous mener à une trahison et donc l'équipe qui se sépare et derrière une rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair. Je pense que beaucoup de fans souhaitent voir ça. Mais hier soir, pour info, il faut savoir qu'on a eu un petit segment où Damage Control est venu confronter Bianca Belair et Jade Cargill en disant qu'elles ne vont pas garder le titre par équipe longtemps. Donc là, apparemment, pour le moment, elles vont continuer avec une petite rivalité avec Damage Control, mais peut-être que derrière, on aura enfin la trahison et la séparation. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Rey Mysterio et la LWO, mais ils sont rapidement interrompus par Judgment Day. Et là, vous avez Rey Mysterio et Finn Balor qui commencent un petit peu à s'embrouiller, donc Dum Dum intervient. Mais là, vous avez Rey Mysterio qui dit à Finn Balor qu'il pourrait éviter de se cacher derrière son fils, et plutôt venir le retrouver dans le ring un peu plus tard. Donc Rey Mysterio challenge Finn Balor, et Finn Balor accepte. Puis on enchaîne avec la légende, le Hall of Famer Bret Hart qui fait son entrée sous une magnifique pop vu que bien entendu on était à Calgary. Donc là vous avez Bret Hart qui monte dans le ring, on a un petit hommage de la part des commentateurs. Mais derrière rapidement Bret Hart est interrompu par le champion World Heavyweight Gunther. Et là, Gunther monte sur le ring et apparemment il veut rendre hommage à Bret Hart. Et Gunther nous dit que tous les catcheurs qui sont en coulisses, et lui compris, ils ont grandi en regardant Bret Hart. Bret Hart est une légende et Bret Hart est un héros pour eux, c'est un modèle. Puis Gunther nous rappelle la catchphrase de Bret Hart, donc en français ça donne plus ou moins que Bret Hart est le meilleur du passé, le meilleur du présent et également le meilleur du futur, il sera le meilleur de tous les temps. Et Gunther dit qu'il est d'accord sur le fait que Bret Hart était le meilleur du passé, mais par contre, Gunther nous dit que le présent et le futur, dorénavant, c'est lui. Mais Gunther insiste vraiment sur le fait que Bret Hart était l'un de ses héros quand il était plus jeune. Et là, il dit à Bret Hart, vraiment, tu étais mon second catcheur préféré, juste derrière mon vrai catcheur préféré, le numéro 1 dans mon cœur, Goldberg. Donc là, bien entendu, c'était hilarant car pour ceux qui ne sont pas au courant, Bret Hart déteste Goldberg car il y a un peu plus de 20 ans, à la WCW, Goldberg avait blessé Bret Hart gravement avec un kick directement à la tête et ça avait mis fin à la carrière de Bret Hart, il avait dû prendre sa retraite derrière donc forcément, il en veut à Goldberg et c'est un petit peu devenu un running gag car toutes les 2-3 interviews, Bret Hart précise à chaque fois qu'il déteste Goldberg encore aujourd'hui en 2024. Mais là, vous avez Sami Zayn qui intervient car il n'apprécie pas ce manque de respect donc il monte sur le ring et il dit à Gunther que si Gunther pense être le meilleur, à ce moment-là, il devrait accepter de donner un match à Sami Zayn pour le titre World Heavyweight. Sauf que, encore une fois, Gunther dit à Sami Zayn que Sami Zayn n'est pas dans la même ligue que Bret Hart. Donc, encore une fois, la réponse de Gunther reste la même. Il répond à Sami Zayn non. Sami Zayn n'aura pas de match pour le titre World Heavyweight. Puis Gunther quitte le ring,
Mais là, vous avez Bret Hart qui prend le micro et il nous dit que ça, c'est pas un comportement de champion, ça, c'est le comportement d'une poule mouillée. Et donc, forcément, ça ne plaît pas à Gunther qui était en train de partir, mais là, il se retourne et apparemment, il veut remonter dans le ring pour s'en prendre à Bret Hart. Mais Sami Zayn sort à l'extérieur pour arrêter Gunther. Et donc là, les deux commencent à s'embrouiller et Gunther demande à Sami Zayn de dégager, mais Sami Zayn n'accepte pas. Donc au final, Gunther tente de frapper Sami Zayn, mais Sami Zayn évite et c'est Sami Zayn qui commence à frapper Gunther. Sami Zayn qui dominait le champion World Heavyweight hier soir, jusqu'à l'intervention des arbitres qui sont intervenus afin de séparer les deux catcheurs. Mais j'ai adoré le segment, très bonne utilisation de Bret Hart pour mettre en avant Gunther et surtout Sami Zayn lors du segment. Et surtout, j'aime beaucoup la manière dont la WWE est en train de builder Sami Zayn comme étant la bête noire de Gunther. Et honnêtement, un match entre Sami Zayn et Gunther, c'est toujours cool. Ensuite, on enchaîne avec Dum Dum accompagné par Judgment Day contre Dragon Lee accompagné par la LWO. Et au bout de quelques minutes, Dum Dum était à deux doigts de perdre, mais là vous avez JD McDonough qui est intervenu pour mettre la jambe de Dum Dum dans les cordes. Donc il l'a sauvé, sauf que bien entendu la LWO a vu l'intervention. Et donc là on a eu une bagarre générale à l'extérieur du ring et l'arbitre a renvoyé la LWO et Judgment Day au vestiaire. Mais pendant ce temps, dans le ring, vous avez Liv Morgan qui est intervenu pour frapper Dragon Lee à la jambe. Et ça a permis derrière à Dum Dum d'enchaîner avec le 619 et le splash pour la victoire. Donc la bonne soirée de Judgment Day continue. Puis on enchaîne avec le Pure Fusion Collective qui devait affronter hier soir Zelina Vega, Lyra Valkyria et une troisième partenaire Mystère, sauf qu'on savait tous qui c'était. Bien entendu, c'était Natalya qui a effectué son retour hier soir et qui a remporté le match pour son équipe avec le Sharpshooter sur Zoey Stark. Et honnêtement, je suis plutôt content que Natalya soit de retour, mais du coup maintenant la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va enfin un petit peu changer de personnalité, d'attitude, ou est-ce que pendant les 3 prochaines années, on va encore avoir la même Natalya, ce qui risquerait peut-être de rapidement saouler les fans. Puis on enchaîne avec Drew McIntyre qui fait son entrée directement, il nous parle de CM Punk et il nous explique que CM Punk n'est pas meilleur que lui tout simplement parce qu'il a réussi à toucher 4 turnbuckles. La vérité c'est que Drew McIntyre a mis fin à CM Punk. Puis rapidement McIntyre tourne son attention vers Wade Barrett. Et là, il nous parle de son amitié avec Wade Barrett et il précise que ces derniers mois, alors que Michael Cole est en train de raconter des mensonges, Wade Barrett était la seule personne qui défendait Drew McIntyre et qui disait la vérité. McIntyre dit que Wade Barrett a vu tout ce que CM Punk lui a fait ces derniers mois, donc il demande à Wade Barrett pourquoi est-ce qu'il est intervenu la semaine dernière quand McIntyre essayait d'en finir avec CM Punk. Et là, vous avez McIntyre qui sort du ring, il se rapproche de Wade Barrett pour le confronter, et en même temps, il lui dit « Écoute, par rapport à la semaine dernière, je ne suis pas énervé, je suis tout simplement déçu. Mais par contre, si jamais tu refais la même chose, alors là, je devrais m'énerver, et là, je devrais agir. » Donc ça devient très tendu entre McIntyre et Wade Barrett qui, je le rappelle, sont de bons amis, et on pense même potentiellement qu'ils vont se battre. Mais là, vous avez le general manager Adam Pearce qui intervient. Adam Pearce dit à McIntyre « Écoutez, arrêtez vos bêtises. McIntyre, tu veux pas frapper Wade Barrett, et Barrett, tu veux pas te battre avec McIntyre. Donc ça suffit. Maintenant, McIntyre, rejoins-moi dans le ring parce que j'ai quelque chose à dire qui va t'intéresser. » Et donc Adam Pearce dit à McIntyre que McIntyre pense en avoir terminé avec CM Punk. Mais Adam Pearce a parlé avec CM Punk, il a eu au téléphone. Et CM Punk n'en a pas fini, il n'a pas terminé et surtout, il n'en a pas fini avec McIntyre. Donc là, Adam Pearce annonce officiellement qu'on aura un 3e match entre CM Punk et Drew McIntyre à Bad Blood. Et ce sera un Hell in a Cell match. Et là, on peut directement voir que Drew McIntyre n'est pas forcément rassuré par l'annonce de la stipulation Hell in a Cell. Alors, 2 remarques par rapport à ce segment. Déjà, l'annonce du Hell in a Cell match. Pour ceux qui suivent mes vidéos news, on est au courant depuis à peu près 5 semaines, je dirais, que ça va être un Hell in a Cell entre McIntyre et CM Punk à Bad Blood, mais c'est parfait, car je pense qu'avec cette stipulation, on va enfin atteindre le niveau de violence qu'on a tous envie de voir entre McIntyre et CM Punk. Et à côté de ça, j'aime beaucoup l'utilisation de Wade Barrett dans cette rivalité, car j'ai l'impression que Wade Barrett est un petit peu utilisé comme l'outil de mesure pour pouvoir mesurer à quel point McIntyre perd la tête et à quel point McIntyre est en train de partir en couille. Car il y a quelques semaines, lors d'un PLE, lors du post-show, on avait McIntyre qui avait repoussé Adam Pearce et là Wade Barrett était intervenu et McIntyre avait écouté Wade Barrett. Donc à ce moment-là, il écoutait encore son meilleur ami, on pouvait encore plus ou moins contrôler McIntyre. Mais là, on a pu voir que la semaine dernière, dorénavant, McIntyre n'écoute plus Wade Barrett. Et cette semaine, McIntyre était même à 2 doigts de frapper Wade Barrett. Donc grâce à Wade Barrett, on se rend compte à quel point McIntyre est en train de perdre la tête et de devenir de plus en plus incontrôlable. Ensuite, on passe en coulisses, on a Karrion Kross qui discute avec The Miz,
et il dit à Demise que ces derniers temps il est tombé dans une sorte de routine, mais Karrion Kross peut l'aider pour changer tout ça. Sauf que là vous avez Xavier Woods qui intervient, et Xavier Woods demande à Karrion Kross qu'est-ce qu'il est en train de manigancer. Donc là Karrion Kross s'en va, et directement vous avez Xavier Woods qui demande à Demise de ne pas écouter Karrion Kross, car Karrion Kross a fait la même chose avec Xavier Woods il y a quelques semaines, et en gros il te dit ce que tu veux entendre, mais au final derrière il ne va pas t'aider. Et Demise dit que bien entendu il connaît le jeu de Karrion Kross, c'est même Demise qui a inventé ce genre de tactique. Mais en même temps, Demise reconnaît que Karrion Kross a raison, Demise est tombé dans une sorte de routine ces derniers temps, et on peut voir que ça inquiète Demise. Donc là, Demise s'en va, et vous avez Kofi Kingston qui vient discuter avec Xavier Woods, et Kofi Kingston annonce qu'il a discuté avec Adam Pearce pour obtenir une opportunité au titre par équipe pour le New Day. Et là, vous avez Xavier Woods qui est content, mais tout de même au passage, il précise que suite à leur dernière discussion, il pensait que dorénavant, chacun des membres de New Day allait se tourner vers un titre solo. Mais au final, c'est pas grave, si Kofi Kingston souhaite qu'il vise les titres par équipe, alors ça va à Xavier Woods. Et au final, Xavier Woods a l'air d'être sur la même longueur d'onde que Kofi Kingston. Donc hier soir, au final, on avait l'impression que les tensions entre les membres du New Day avaient quasiment disparu. Mais il faut également se dire que peut-être que la storyline du New Day a été modifiée suite au licenciement de Odyssey Jones. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous ai tout expliqué dans la dernière vidéo news qui est sortie dimanche. Puis on continue avec Finn Balor contre Rey Mysterio, on a un bon match d'environ 9 minutes et vers la fin, on a Finn Balor qui porte une prise de soumission sur Rey Mysterio dans les cordes. Donc là l'arbitre demande à Finn Balor de lâcher, mais Finn Balor n'écoute pas l'arbitre. Donc l'arbitre n'a pas le choix, il disqualifie Finn Balor, mais Balor n'en a rien à faire car son seul objectif hier soir c'était de s'acharner sur Rey Mysterio. Donc là il l'attaque après le match jusqu'à l'intervention des officiels qui demandent à Finn Balor de partir. Et là vous avez Finn Balor qui fait semblant de partir, mais au final il revient et il porte un énorme dropkick à Rey Mysterio contre les barrières du ring. Et derrière on a une promo de Judgment Day en coulisses qui nous disent que ça a été une grande soirée pour eux et que ça va être pareil à Bad Blood. Et clairement hier soir ils ont vraiment dominé lors de Raw et ça faisait plaisir de voir ça. Et donc on passe au main event avec Braun Strowman contre Pete Dunne, contre Ilya Dragunov, contre Jey Uso. Et pour rappel, le vainqueur sera le prochain challenger au titre intercontinental. Donc là, on a un gros match et au bout de quelques minutes, on a Braun Strowman qui est à l'extérieur du ring. Il commence à débarrasser la table des commentateurs. Mais là, quand il se retourne, vous avez Bronson Reed qui saute sur Strowman. Il porte une sorte d'énorme tsunami splash sur Strowman à travers la table des commentateurs. Donc là, Bronson Reed s'est débarrassé de Strowman. Et pendant ce temps, le combat continue dans le ring et vous avez Ilya Dragunov qui prend l'avantage sur Pete Dunne avec son H-Bomb. Donc on pense qu'il va potentiellement gagner. Mais là, Jey Uso intervient, il kick Ilya Dragunov et derrière, il enchaîne avec son Uso Splash sur Pete Dunne pour la victoire. Donc Jey Uso devient le nouveau challenger au titre intercontinental et pendant qu'il est en train de célébrer, vous avez Bron Breakker qui monte sur le ring et donc le show se termine avec le face-à-face entre Jey Uso et Bron Breakker. Allez, on passe à l'avis de Pierre et ensuite ma conclusion. Monday Night Raw Season Premiere, c'est parti. Je n'ai toujours pas compris ce que signifiait Season Premiere pour un show de catch. Ça n'a pas vraiment de sens étant donné que c'est un show qui s'arrête jamais, si quelqu'un peut m'expliquer. Bref, nous sommes à Calgary dans l'Alberta au Canada et on a commencé la soirée avec un véritable banger comme disent les Jones. Les Wyatt Six ont affronté les American Made dans un Street Fight 8-man tag team match. Et je me demandais si la quatrième superstar côté Wyatt allait être Nikki Cross ou Bo Dallas. Eh bien c'est Nikki Cross. Et c'est une bonne chose parce qu'on a enfin pu voir Nikki Cross en action. Quant à Uncle Howdy, pour moi il ne doit catcher que très rarement. On a enfin pu voir Nikki Cross en action et elle est exceptionnelle. C'était trop bien. Cette souplex sur Chad Gable, c'était génial. Franchement, ça commence à devenir ma membre préférée du clan. Je l'ai toujours adoré Nikki Cross. Bon, sauf quand elle se prenait pour Zoro ou Batman ou je sais pas quoi. Bref, c'était un excellent opener et les Wyatt Six remportent une fois de plus ce match. C'est quand même dommage, j'aurais aimé que le clan de Chad Gable remporte au moins une victoire dans la rivalité. Ça aurait équilibré un petit peu plus les choses. En tout cas, il est temps pour les Wyatt Six de se diriger vers une nouvelle rivalité. Peut-être le Judgment Day, on verra bien. Jade Cargill et Bianca Belair conservent leur titre. Non, j'ai rien d'autre à dire, j'en ai rien à foutre. Wade Barrett et le mec qu'on sait pas qui c'est mais qui remplace Pat McAfee sont sur le ring et ils accueillent notre invité spécial de la soirée, Bret the Hitman Hart. Je dois faire semblant d'être content? Ouais, Bret Hart! Non, j'arrive pas à faire semblant. J'ai jamais porté Bret Hart dans mon cœur, j'ai toujours été Team Michaels et je l'apprécie encore moins depuis ses prises de position ces dernières années. Je trouve que c'est plus qu'un vieux réac et que de temps en temps il devrait éviter de l'ouvrir. Mais il y a quand même une chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, c'est pour dire que Bill Goldberg est une saloperie. Ce qui n'est pas l'avis du troll
l'idole ultime, le champion World Heavyweight, le ring général Gunther qui arrive sur le ring, qui vient nous dire que Goldberg est son catcheur favori, incroyable. D'ailleurs, il refuse toujours d'affronter Sami Zayn pour le titre. Arrêtez de vous chamailler, messieurs, affrontez-vous à Bad Blood, Gunther va remporter le match haut la main et Sami Zayn retournera dans la mid-card, on n'en parlera plus. Pure Fusion Collective affronte Lyra Valkyria, Zelina Vega et une partenaire mystère. Que jamais on aurait vu venir, les bras m'en tombent, je suis abasourdi, c'est Natalia. Alors ça, pour une surprise, arrête de nous faire des trucs comme ça, Triple H, je vais pas m'en remettre. Je trouve que c'est le plus gros retour de la décennie devant ceux de CM Punk et Bray Wyatt. Magnifique. Drew McIntyre se fait encore arnaquer après avoir commencé à régler ses comptes avec l'autre traître de Wade Barrett. Un deuxième traître arrive sur le ring et il s'appelle Adam Pearce. Car oui, en plus d'être un general manager incompétent, c'est un traître. Et il se cache même plus d'être de mèche avec CM Punk. Oui, j'ai parlé à CM Punk, il veut un match contre toi, Bad Blood, en Hell in a Cell. Mais vas-y, Pearce devient l'assistant personnel de CM Punk, te gêne pas. Va promener sa femme et emmène son clébard au resto, vas-y, je t'en prie. Non mais on est chez les fous ou quoi là? Plus sérieusement, c'est très bien de terminer cette rivalité avec un dernier match en Hell in a Cell. Et là, le Hell in a Cell est parfait pour la circonstance. C'est très bien que cette stipulation soit utilisée une fois de temps en temps et plus dans un pay-per-view tous les ans. J'espère qu'on aura un match violent et assez qualitatif et je prie de toutes mes forces le dieu du catch, JBL, s'il te plaît, écoute mes prières. Je t'en supplie, fais que Drew McIntyre remporte cette rivalité s'il te plaît. Sans surprise, on termine le show avec Jey Uso qui remporte son dernier match de qualification et qui ira affronter Bron Breakker pour son titre intercontinental. Quel dommage pour Ilya Dragunov, ça aurait tellement été un plus bel affrontement qu'avec l'autre clown qui fait hit toutes les 2 secondes. Attention, j'aime beaucoup Jey Uso mais je déteste son utilisation actuelle. J'ai complètement retourné ma veste mais en même temps c'est de leur faute. C'était un bon épisode de Monday Night Raw, c'était peut-être pas à la hauteur d'un season premiere mais c'était assez divertissant. Le moment fort de la soirée restera l'opener qui était incroyable. Quant au Judgment Day, j'en ai pas parlé mais ils étaient encore une fois très présents dans cet épisode. Encore un énième affrontement contre la LWO qui sert à rien, ça devient vraiment lassant. Ils restent très forts dans cet épisode car ils ont eu le dessus durant leur match. Et sur les Terror Twins, par contre, ils ont eu peur de Jey Uso alors qu'ils étaient 4. Il y a des trucs que j'explique pas, merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors par rapport aux season premières, Pierre a totalement raison, cet épisode de Raw n'avait rien de particulier, rien de différent d'un autre épisode, mais en gros pour vous expliquer, c'est simplement une stratégie marketing de la part de la WWE qui nous vend ça comme un season première pour essayer de nous exciter, parce que là c'est la rentrée, vous avez justement plein de shows qui ont leur season première, donc comme je vous l'ai dit, c'est juste une stratégie de la part de la WWE, mais clairement cet épisode n'avait rien de spécial par rapport à un autre Raw. Et d'ailleurs, comme Pierre l'a dit, c'était une bonne remarque, en soi dans le catch, il n'y a pas vraiment de saison, vu qu'il n'y a pas de pause, mais on va dire que pour les anciens, la fin de saison de la WWE a toujours été WrestleMania, et donc pour les anciens, habituellement, la nouvelle saison de la WWE, c'est toujours la semaine après WrestleMania. Maintenant, par rapport au show, comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant la vidéo, moi j'ai vraiment apprécié le travail autour de Judgment Day hier soir, qui a récupéré un petit peu de hit pendant le show, en dominant sur plusieurs segments, ça c'est très intéressant, juste avant Bad Blood, et maintenant je suis curieux de voir si Finn Balor peut potentiellement battre Damian Priest à Bad Blood, et qu'est-ce qui va se passer également entre Mami et Liv Morgan, car honnêtement d'un côté Mami pourrait faire une très belle championne à nouveau si elle récupère le titre, mais d'un autre côté actuellement Liv Morgan avec le titre j'apprécie également beaucoup, donc je suis très partagé au niveau de ces 2 matchs. Après par rapport à Bret Hart, je comprends totalement l'avis de Pierre, lui il était plutôt Shawn Michaels, mais moi comme vous le savez c'était Bret Hart et ce sera toujours Bret Hart, donc j'étais très content de le voir lors du show, et j'ai également beaucoup aimé ce qui s'est passé avec Gunther et Sami Zayn. On sait en soi que Sami Zayn va perdre contre Gunther à la fin, mais malgré tout, la rivalité est très bien amenée, très bien construite à l'heure actuelle. Jey Uso qui se dirige potentiellement vers le titre intercontinental, on a tous envie de voir ça, et le 3e match entre McIntyre et CM Punk dans un Hell in a Cell match, ça donne également clairement envie, donc que de bonnes nouvelles, et en plus donc Raw qui va durer 2 heures au lieu de 3 à partir du 7 octobre jusqu'à la fin de l'année, honnêtement je trouve que c'est assez intéressant, et j'ai hâte de voir comment est-ce que la WWE va booker Raw quand le show va durer 2 heures, et est-ce que Raw va être beaucoup plus intéressant quand il va durer 2 heures plutôt que 3. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!